Quelle merveille technologique. Quelles étrangetés si intéressantes à décortiquer, disséquer et étudier. L'organe qui se rapprochait le plus du cœur d'Oregon 2.3, qu'il avait mécanisé et amélioré depuis déjà plusieurs décennies, ne cessait d'accélérer ses battements. Chaque morceau de technologie Loars qu'il découvrait ne cessait de l'impressionner, le poussant toujours plus loin dans ses recherches. Il avait renvoyé nos écrans 8.1 sur les champs de bataille avec ses meilleurs Rangers Skitarii. Leur but n'était pas de plonger tête la première dans les combats, mais de s'infiltrer derrière les lignes ennemies pour trouver un scientifique Xenos. Grâce à lui, ils pourraient bien mieux comprendre leur technologie et sûrement en tirer un quelconque bénéfice. La soif de savoir avait toujours été l'une des grandes forces du Fabricator, et celle-ci l'avait, à plusieurs reprises, mise en porte-à-faux avec les dirigeants de Mars. Ils pensaient être les garants du vrai savoir, de par le fait qu'ils venaient du berceau de leur croyance à l'Omni-Messie. Mais cette croyance avait bien dû naître, à un moment ou à un autre, poussée par la soif de savoir et d'innovation. Cependant, peu étaient ceux qui étaient encore habités par cette flamme. La majorité restait dans leur routine technologique, ne cherchant jamais à l'améliorer. Une bêtise grotesque pour le prêtre rouge. Cela conduirait inexorablement à la perte du savoir et à la naissance de la superstition. Si le Mechanicum s'enfermait là-dedans, combien de temps faudrait-il pour que la connaissance laisse place à la tradition? Une répétition ad nauseam des mêmes gestes sans en comprendre la signification? 1000 ans, 2000, 10 000? Bien moins malheureusement, il en avait peur. Mais cela n'arriverait pas aux prêtres rouges et à leurs alliés World Eaters de la 67e compagnie. Oregon 2.3 s'en assurerait, même si pour cela, il devrait s'acoquiner avec des technologies prohibées par Mars et l'Empereur. Depuis le début de l'étude de ces sciences organico-technologiques, il ne cessait d'être surpris par ce qu'il voyait. La manière dont les cortex cérébraux étaient reliés aux machines, leur fournissant l'énergie de leur liaison neuronale pour un apport presque illimité de puissance. Il suffisait que le corps du sujet soit en pleine forme lors de la liaison avec les machines Loars, et cela pouvait durer des mois, voire des années. Pas étonnant que ces Xenos aient décidé de garder les humains comme bétail. Cela leur donnait, outre une armée corvéable à merci, tout un cheptel dans lequel puiser pour avoir une énergie infinie pour asseoir leur style de vie décadent. Étrangement, ces manières de faire lui rappelaient quelque chose, mais il avait beau chercher dans sa base de données interne, il ne réussissait pas à voir de quoi il s'agissait. Il avait donc lancé une recherche approfondie en sous-routine, pendant qu'il continuait ses analyses des sciences Loars, apportant un nouvel élément à ses investigations, à chaque fois qu'il comprenait un peu mieux cette dernière. Il finirait, à force de recoupement, par trouver. Il fut interrompu dans son travail quand il entendit deux individus arriver en discutant. Au timbre de voix, il estima à 97% qu'il devait s'agir d'Astartes, et à 75% que l'un d'eux soit Azanaer Leondros. La base de données du Fabricator ne connaissait pas la voix du second Astartes. Délaissant ce qu'il faisait, il se tourna vers les nouveaux venus. Il eut la confirmation de ses estimations. Azanaer Leondros venait d'arriver avec un Blood Angel dont il ignorait le nom. Ce dernier observait les différents corps humains crucifiés et les têtes présentes dans les bocaux avec une moue de dégoût. « Est-ce donc cela que tu souhaitais me montrer ?» demanda Charo. « Une xénotechnologie qui devrait être éradiquée, mais que vous étudiez alors que l'Empereur nous a clairement montré les dangers de les utiliser ?» Nous l'étudions car l'Empereur nous a trahis. Oregon 2.3 les observait toujours depuis son poste, et vit que la colère enflammait les traits du commandant de la 9e Légion. Étrangement, Azanaer restait assez calme. Son visage était bien parcouru de temps à autre de tics dus aux griffes, mais il gardait son sang-froid pour l'instant. Cependant, pour le membre du Mechanicum, si le Blood Angel laissait libre cours à sa colère, nul doute qu'un combat mortel s'engagerait. Je sais que tu restes fidèle à l'Imperium, mais laisse-moi te montrer ce que nous avons découvert. Suis-moi, mon frère. Leondros l'emmena jusqu'à Oregon 2.3 et les présenta. Charo lui offrit un salut raide. Il n'était vraiment pas dans son élément ici. Le membre du Mechanicum n'en prit pas ombrage. Ce n'était qu'une réaction humaine, et il se targuait d'être aussi proche de l'esprit saint de la machine que possible, lui permettant de ne pas ressentir ce genre de sentiments résultant bassement de la faiblesse de la chair. Il expliqua les dernières trouvailles qu'ils avaient faites. Depuis le début, il y avait eu des similitudes étranges entre le savoir Loars et ceux de l'Omni-Messie, et Oregon 2.3 avait fini par mettre la main dessus.
Il devait confirmer ses suppositions à l'aide d'un scientifique de cette race, ce qui ne devrait pas tarder. De ce qu'il pouvait déjà en dire, il avait l'impression que la base de la science utilisée ici était la même que celle de Mars, les deux ayant évolué en parfaite opposition sans pour autant renier leur socle commun. Il avait remarqué cela en analysant certaines puces trouvées dans les cortex cérébraux des têtes en bocaux, similaires à celles utilisées pour les serviteurs. Cela n'est pas si étonnant. Intervint Charo. Nous sommes déjà tombés à de maintes reprises sur des peuples ayant une technologie similaire à la nôtre, ou ayant une base commune. Je ne vois pas en quoi cela fait de l'empereur un traître et un menteur. Azanaer Leondros le guida jusqu'au fond de la grotte, où ils se trouvèrent devant l'énorme portail trouvé plusieurs jours auparavant. Le World Eater n'eut même pas besoin de lui dire où poser les yeux. L'humeur déjà maussade de Charo s'assombrit encore quand il vit le bas-relief représentant l'empereur. Par Sanguinius, quelle est donc cette chose? Nous l'ignorons encore pour le moment, comme nous ne savons pas où il mène. Informa Oregon 2.3. Mais une certitude nous est cependant acquise. Nous sommes bien face à une représentation de l'empereur. Azanaer, explique-toi. Il n'y a rien à expliquer, frère. Nous nous trouvons dans un système abandonné par l'empereur à une race Xénos, et nous ignorons pourquoi. Mais nous découvrirons cela, et n'hésiterons pas à ouvrir le portail une fois que nous saurons sur quoi il donne. L'empereur était là, bien avant la longue nuit, et était en négociation avec ce qui a asservi cette planète. Il se pourrait bien qu'il ait même offert cette planète à cette race. Compléta le membre des prêtres rouges. De plus, l'Omni-Messie me pardonne. Il se pourrait que tout notre savoir technologique actuel ait vu le jour ici, avant que Mars ne s'en empare. Les deux Astartes l'observèrent avec stupéfaction. Plus les jours avançaient, et plus les découvertes qu'il faisait ici étaient hallucinantes. Frôlant l'hérésie, les paroles que venait de prononcer Oregon 2.3 avaient eu le mérite de verbaliser ce qu'il craignait depuis qu'il avait découvert la xénotechnologie. Charo ferma les yeux et se pinça le nez entre le pouce et l'index, incapable d'assimiler toutes ces informations d'un seul coup. Seriez-vous en train de me dire que l'empereur aurait développé ici la base de notre technologie avec l'aide d'une race extraterrestre à qui il aurait offert ce monde, avant de l'amener sur Mars pour en faire le bastion du savoir? C'est malheureusement ce que je dis. Cela confirmerait certaines croyances de notre ordre, désignant l'empereur et l'Omni-Messie comme une seule et même personne. Mais pourquoi aurait-il fait tout cela? Et pourquoi abandonner des milliards d'êtres humains à la servitude de cette engeance Xénos? Je n'ai pour le moment pas de réponse à vous apporter, car je suis sûr à 70% que cette dernière se trouve derrière cet imposant portail. Mes certitudes progressent de plus de 8% à chaque fois que je réussis à déchiffrer un nouveau tronçon de leur langage, et je pourrais confirmer mes théories quand mes hommes auront retrouvé un de leurs scientifiques. Cependant, je peux d'ores et déjà vous assurer que je suis entré en communication avec leurs appareils, et ces derniers détiennent un esprit de la machine qui n'est en rien corrompu, comme ce put être le cas dans d'autres circonstances. Ce fut la seconde fois que le monde autour de Charo s'écroula. La première fois fut lors des événements de Cygnus, qui le frappèrent en pleine gorge en lui montrant que même les plus grandes créations de l'empereur pouvaient se détourner de ses préceptes et trahir ceux qui étaient le plus proches d'eux. C'étaient désormais les fondations mêmes de la vérité impériale qui se trouvaient remises en question. Est-ce que tout l'Imperium était donc basé sur des mensonges? Vivait-il donc une époque où tout n'était basé que sur des fondations de sable? Ce ne sera pourtant pas la dernière fois que ces certitudes seront ainsi remises en question. Dans les bas-fonds du Blood of the Sun, les choses changeaient. Depuis que la tempête de la ruine s'était déclarée et avait ballotté la barge de bataille au gré de ses courants et de ses humeurs, une chose se propageait et enflait au cœur de ses entrailles. Simple rumeur au sein des couloirs remplis de serviteurs et des membres de la flotte impériale de plus bas niveau, cette monstruosité avait grandi, devenant de plus en plus présente au sein de la population humaine grouillante dans les lieux. Des prédicateurs s'étaient mis à chanter les louanges de la bête, provoquant des actes de violence inouïs. Les adeptes de la vérité impériale ne s'étaient pas laissés faire, et de multiples combats avaient éclaté tout au long de la traversée, provoquant l'intervention des Blood Angels qui avaient mis un terme à ces zélotes venant d'un autre âge. Cela n'avait fait que gonfler cette présence obscure qui se répandait de plus en plus, parvenant même à atteindre la psyché affaiblie des membres de la 9e Légion après les événements de Cygnus. De plus en plus présente, murmures répétés sans cesse au point de faire souffrir les simples mortels,
la chose avait réussi, via l'un des orateurs, priant pour son salut, à trouver un chemin. S'emparant des membres engourdis du missionnaire, baignant dans une mare de son propre sang, après l'une des purges menées par les membres de la 72e compagnie, il s'était approprié son corps, tout en consumant son âme. Ses organes, éclatés par un tir de Bolter, s'étaient petit à petit régénérés, sans pour autant se remettre correctement à leur place, laissant depuis un léger filet de sang couler de ses blessures purulentes. La poitrine fraîchement revitalisée s'était couverte de poils et de plaques de chitine, fusionnant avec les intestins ballants et ses haillons, formant un agglomérat répugnant. Son visage déformé par la botte d'un Blood Angel s'était repositionné comme il le pouvait, sa mâchoire se déformant au-delà de toute proportion humaine, et ses dents tombant les unes après les autres, laissant place à des glossopètres plus promptes à se trouver dans la gueule des requins peuplant jadis les mers de Terra. Ses tempes furent percées et maculées de sang quand 2 cornes courbes en sortirent. Un grognement s'échappa de sa gorge mutante, rappelant les bêtes maléfiques qui peuplaient autrefois les contes et légendes humaines. Ce furent des yeux mauves, injectés de sang, qui se posèrent sur les coursifs du vaisseau. Avec des gestes encore mal assurés, la chose se releva. Ses articulations craquèrent en se réalignant sur son corps meurtri et reconstruit par son nouveau propriétaire. Encore faible, ses idées se faisaient plus claires, et son corps plus robuste de minute en minute. Le sang qui se trouvait un peu partout était irrémédiablement attiré par cette créature nouvellement créée. Absorbé par son épiderme, il aidait à renforcer son horrible carcasse. Des veines noires apparurent à la surface de ses bras, de ses jambes et de son visage. Son souffle se chargea de fragrances de soufre et d'ail, alors qu'il s'éloignait du lieu du massacre. Dans les jours qui suivirent, le mal-être présent sur tous les ponts de la barge de bataille ne fit que s'amplifier. Même l'humeur des Blood Angels se fit plus morose, les souvenirs douloureux de Cygnus s'ancrant plus profondément dans leur psyché. Zérinos, Léondus et les siens observèrent une recrudescence de frères de bataille venir leur parler de leurs doutes et de leurs craintes concernant ce qui allait advenir de l'Imperium. On nota un taux anormal de suicide au sein du personnel, bien plus élevé que dans un voyage warp standard. Tout cela ne cessait de nourrir et de renforcer la chose qui se tapissait dans l'ombre. Ses forces atteignant le maximum que pouvait contenir le corps qui l'habitait, il projeta des ondes de rage et de colère à travers la bâtisse. Les esprits les plus affaiblis par les semaines passées succombèrent et provoquèrent de multiples avaries et suicides de masse. Ainsi, la créature espérait voir le vaisseau succomber à travers les courants de l'Empyrean et son équipage jeté en pâture à ses habitants. C'était sans compter sur l'abnégation de son commandant, Oléros, qui les extirpa in extremis de l'éther pour les faire apparaître on ne sait où. Fulminant de voir ainsi sa tentative échouer, affaibli par ce retour à l'espace réel, la créature hurla de rage. Son corps muté s'en prit à ceux qu'elle trouva à sa portée, les massacrant sans vergogne et se nourrissant de leur chair et leurs entrailles dans l'espoir de calmer la colère qui brûlait en elle. Ce carnage réaffirma son ancrage dans la réalité, et alors qu'elle réussit à se calmer quelque peu, reléguant son besoin de tuerie à une simple gêne présente au fond de son esprit, elle sentit quelque chose. Elle ignorait où il s'était échoué. Cependant, il devait se trouver au sein d'un système solaire, car il entrait en résonance avec ce qu'aucune créature du monde matériel ne pouvait percevoir. Cela réveilla un écho lointain de ses souvenirs. Une époque oubliée de ceux qui vivaient aujourd'hui. Alors, la créature qui hantait les coursifs du Blood of the Sun émit un son que ses cordes vocales n'étaient plus aptes à produire, rendant ce dernier désagréable et strident, tel le crissement d'une lame sur une plaque de métal. Dans les bas-fonds de la barge de bataille, dans un couloir guère plus utilisé, la chose rit. Oléros vérifia sur les différents écrans se trouvant devant lui les rapports que lui envoyaient les équipes de Technogur envoyées un peu partout dans le navire. Il n'aimait pas le fait que des équipes du Mechanicum, non assignées à son commandement, puissent se déplacer librement dans les coursifs de son bâtiment. D'autant plus quand il s'agissait d'une légion dont la majorité avait trahi l'empereur. Mais Charo avait donné ses ordres, et les membres de la 12e leur avaient offert leur aide, et possédaient les ressources qui leur faisaient défaut. C'était donc bon gré mal gré que le commandeur de la barge de bataille les avait laissés monter à bord. Il suivait cependant avec intérêt ce que faisaient les membres du Mechanicum.
Au cours de leur examen préliminaire, ils dévoilaient les ecchymoses mécaniques qu'avait subi la barge de bataille. Voir ainsi les ponts brisés, les coursifs sectionnés et les salles des machines détruites donnait la nausée à Oléros, son lien avec l'esprit de la machine étant renforcé depuis qu'il avait été enchâssé dans son trône de commandement. Beaucoup de ses frères voyaient son sort comme peu enviable, mais ils ne comprenaient pas. Se déplacer à travers le vide spatial entre les astres avait quelque chose de grisant. Contrairement à ce que ses frères pensaient, il avait atteint une forme de transcendance en se retrouvant relié au pont du Blood of the Sun. C'était sûrement cette connexion qui l'avait en partie protégé du marasme qui avait frappé moult Astartes depuis qu'il s'était perdu dans le Warp. Il activa une rune pour ouvrir une communication avec Silur, la navigateur de la barge de bataille. Il voulait savoir comment se passait sa convalescence depuis la translation Warp. En effet, elle avait subi de plein fouet la sortie précipitée de l'éther et peinait encore à s'en remettre. Le contre-coup l'avait entièrement paralysée du côté droit, et elle n'avait toujours pas récupéré l'usage de son bras. Elle était devenue d'autant plus cynique en subissant cet avant-goût de la déchéance physique à laquelle étaient soumises avec le temps tous ceux détenant son gène si particulier. Étrangement, alors que la femme était toujours prompte à répondre, ne serait-ce que pour vomir son fiel nihiliste, la communication fut coupée sans qu'elle ne réponde. Intrigué, Oléros contacta le sergent Balronas et lui ordonna d'aller se renseigner sur l'état de leur navigateur. Le Blood Angel avait participé aux patrouilles organisées par Mosario et à la purge des hérétiques dans les bas-fonds. C'était un homme efficace et rapide. Il accusa réception de l'ordre et répondit qu'il y allait de ce pas. Oléros chassa de ses pensées ses préoccupations vis-à-vis de Silur et reprit les différents rapports d'avarie qui lui arrivaient de tout le navire. Il fronça les sourcils devant autant de dégâts. Ils avaient certes sauvé les personnes présentes à bord, mais à quel prix? La liste ne cessait de défiler devant ses yeux. Problème atmosphérique au pont 32, 58, 79. Problème d'alimentation au pont 112, 56. Avarie au pont 14, 44, 98. Dysfonctionnement des moteurs Warp. Brèche de la coque sur tout le long du vaisseau, provoquant des avaries dans plusieurs secteurs. Oléros soupira. Le Blood of the Sun était au plus mal. Même avec tout le savoir-faire des prêtres rouges, il ne pourrait le remettre complètement en état. Il se rendait compte qu'il ne pourrait effectuer que des réparations de fortune pour permettre au vaisseau de braver à nouveau le Warp. Ce qu'il fallait faire, c'était de le mettre en cale sèche dans un chantier naval pour une révision de fond en comble de plusieurs mois. Il fallait au moins cela s'il voulait à nouveau combattre. Au moins, même s'il ne pouvait plus compter sur sa rapidité d'action, son armement était en majorité opérationnel, et ses cales remplies de munitions. En cas de problème, il pourrait lâcher quelques salves avant de se faire détruire. Actuellement, la seule menace plausible était le Victory of Violence, qui se trouvait à quelques centaines de kilomètres de là, en orbite autour de la planète. Il était d'ailleurs surprenant que la race Xénos qui l'habitait n'ait pas bâti d'empire stellaire, du moins qu'il n'ait pas conquis leur système proche. Les scanners longue portée avaient mis à jour de nombreux gisements sur les planètes alentours. Qu'une race ait conquis l'intégralité de leur habitat sous une seule et même bannière, sans chercher à s'élever parmi les étoiles, était rare. Aurait-il fait cela pour justement ne pas attirer l'attention? Si tel était le cas, de qui se cachait-il? Ou quel secret ne voulait-il pas dévoiler au reste de l'univers? Oléros n'aimait pas ces interrogations qui ne cessaient de revenir le hanter. Il tombait ainsi dans la même mélancolie qui frappait nombre de ses frères. Or, si les membres de rang pouvaient se permettre d'être sujets à des accès de doute et de confusion, lui avait la vie de tous entre ses mains, et ne pouvait pas se laisser aller. Il essaya de faire le vide dans son esprit, récitant quelques vers qu'il écrivait lors de son temps libre. Comme nombre de Blood Angels, poussé par Sanguinius, il avait développé une activité artistique, car leur génocide désirait élever ses fils plus haut que leur simple rôle de guerrier de la Grande Croisade. Oléros s'était trouvé des atomes crochus avec l'art de manier les mots dans leurs formes et leurs consonances. Il s'y réfugiait dès qu'il pouvait recentrer sa concentration. Cependant, à ce moment, il ne réussissait pas à trouver quoi que ce soit. Les mots restaient emprisonnés dans son subconscient, piégés par la morosité qui frappait les fils de la 9e. Elle fut d'autant plus présente quand Balronas le contacta par Vox. Il venait de retrouver Silur, morte. On lui avait brisé le cou. Oléros eut à peine le temps d'accuser la nouvelle
qu'il apprit que d'autres corps avaient été retrouvés un peu partout dans les coursives, ceux des technogures des prêtres rouges. Plus il étudiait la technologie des Loors, plus Oregon 2.3 était captivé par cette dernière, tant les similitudes qu'elle avait avec celle du Mechanicum devenaient flagrantes. Ses acolytes lui avaient amené un scientifique Xenos, et après plusieurs heures de torture, il avait glané moult informations des plus intéressantes, lui permettant d'entrer en contact avec l'esprit de la machine. S'en étaient suivies des découvertes qui avaient excité la partie de lui encore humaine. Cela devenait grisant de fricoter avec cette technologie qui passerait pour hérétique aux yeux des membres les plus puritains de son ordre. Pour lui, il s'agissait avant tout de trouver les branches de discordance vis-à-vis de la sainte voie de l'Omni-Messie qu'avait connue cette évolution de la technologie sous l'influence Xenos. Il jubilait à l'idée de trouver comment utiliser ses connaissances pour améliorer leur propre machinerie. Il ne souhaitait qu'une chose, comprendre puis asservir ses forces naturelles pour atteindre une forme d'apothéose technologique. Dans son subconscient commencèrent à germer les rouages de nouvelles machines. L'utilisation de ses connaissances pour améliorer ses Skitarii, voire même, quand il laissait sa partie humaine prendre le dessus sur sa logique pure, créer une nouvelle forme de combattant plus puissante que jamais. Plusieurs de ses séides lui jetaient des regards en coin quand il l'entendait émettre de petits ricanements en binaire. La chair ne valait pas la toute-puissance des rouages de l'Omni-Messie. Ce credo était connu de tous. Cependant, grâce à ce que les Xenos avaient accompli ici, elle pouvait être un vecteur pour renforcer de nombreux paramètres des machines divines. Selon ses calculs internes, il avait actuellement 38% de chances de créer quelque chose de viable. Et il ne lui faudrait guère plus d'une trentaine d'essais pour faire grimper ce chiffre à 65%. Ce chiffre monterait évidemment avec le temps et l'étude plus poussée qu'il pratiquait. Un appel Vox le sortit de ses élucubrations. Maugréant, il l'ignora et le renvoya vers Docécron 8.1. Les choses qu'il avait à faire ici étaient bien plus importantes. Il continua ainsi d'étudier l'archéothèque tout en prenant des notes sur sa bande mémorielle, mais fut à nouveau appelé. Levant la tête de son ouvrage, il chercha des yeux son acolyte, prêt à lui asséner un savon pour ne pas avoir répondu. Il était là pour lui permettre de continuer ses recherches sans être interrompu. Ne le voyant nulle part, il décida tout bonnement de ne pas répondre. Alignant des calculs pour mettre à l'épreuve une de ses théories, il sentit une présence imposante arriver derrière lui. Le vrombissement léger qui accompagnait le nouveau venu le désignait comme un Astartes. Pourcentage de chance de se tromper, 0%. Le commandant Léandros exige votre présence immédiatement, lui annonça le sergent Zéotan. Le fabricateur resta silencieux quelques secondes. Il pouvait ignorer bien des appels, mais pas celui-ci. Grinçant des dents, il s'extirpa de ses recherches. Étrangement, cela lui demanda une énergie importante, rendant l'opération presque douloureuse. Il remit de l'ordre dans tout ce qui lui occupait l'esprit et suivit le World Eater. Il retrouva le commandant de la 67e compagnie plus loin dans le complexe, avec plusieurs autres membres de la 12e Légion. Il encerclait les meneurs des Blood Angels. L'ambiance était électrique, et les armes tiraient au clair. Zirinos maintenait en joue de son pistolet plasma 2 hommes de la 67e compagnie, armés d'un éviscérator et d'une vouche tronçonneuse. Le Techmarine von Gael avait tiré un couteau de combat et son cerveau-bras avait armé son soudeur. Il se tenait en garde face à un Quetzar qui avait du mal à se contenir. Le sergent Mosario tenait un gladius dans chaque main, couvrant les arrières de son commandant du mieux qu'il le pouvait. Plusieurs autres Astartes des World Eaters formaient un cercle autour des quelques fils de Sanguinius, prêts à leur tomber dessus. L'épicentre du conflit larvé se trouvait être Léandros et Charo. Les 2 hommes se faisaient face, et, contrairement à leurs coreligionnaires, leurs armements se trouvaient toujours à leur ceinture. Cependant, la rage déformait les traits du commandant des fils d'Angron. « Baissez tous vos armes, avant que je ne jette mes hommes contre vous. Je t'en prie, Léandros, nous pouvons trouver une solution pacifique. » « Pacifique ? Nous t'offrons notre aide, et tu en profites pour massacrer nos hommes ? En quoi pourrions-nous trouver une solution pacifique ?» Nouvellement arrivé, Oregon 2.3 demanda à l'un des fusiliers du Lys qui gardait la structure, de quoi il en retournait. Il apprit ainsi qu'on avait retrouvé une dizaine de technogures envoyés sur le Blood of the Sun assassinés. Cela était des plus navrants, et le fabricateur lança immédiatement en sous-routine un calcul du retard que cela allait engendrer sur les différents travaux en cours.
Le programme chercha en même temps comment pallier à ce manque en retirant quelques prêtres rouges de la ligne de front. Cela enclencha un autre programme en filigrane, analysant l'évolution des combats à la surface pour trouver les endroits où ce manque se ferait le moins ressentir. Tout ceci se déroulant au fond de son cortex cérébral alors qu'il restait concentré sur la confrontation entre Blood Angels et World Eaters. Pour la dernière fois, baissez vos armes. Hors de question. Répondit le chapelain Zirinos. Nous ne nous inclinerons pas devant une légion traîtresse. Traîtresse? Il suffit. World Eaters, tuez... Son ordre fut interrompu par un tir sonique qui fit éclater l'un de ses hommes. Instantanément, des ennemis cachés jusque-là par un champ d'invisibilité se révélèrent et leur foncèrent dessus. Armés d'armes monomoléculaires et de pistolets soniques, leur silhouette était bien loin de celle massive des Loors. Elle ressemblait plus à un chaînon manquant entre cette race Xénos et les humains qu'elle asservissait dans l'hybridation hideuse et contre nature. Immédiatement, la mêlée se déclara. Charo dégaina son épée énergétique et trancha en deux son premier adversaire. Il esquiva un autre coup, mais fut repoussé par une frappe sur sa droite. Il tomba à genoux, la partie touchée de son armure complètement cloquée. Un ennemi lui bondit dessus et fut intercepté en plein vol par la hache tronçonneuse à deux mains de Leondros. Le regard de ce dernier était empli de folie, sa psyché complètement anéantie par les griffes du boucher. Ses yeux se posèrent sur le Blood Angel, et alors que le commandant de la 9e Légion sentait sa dernière heure venir, Leondros réussit à articuler entre ses dents serrées. Dos à moi. Il se retourna et fit face à ses adversaires. Charo se releva tant bien que mal. Ses côtes lui faisaient souffrir le martyre. Il repoussa un coup et contre-attaqua, se baissa pour éviter un projectile. Tout autour d'eux n'était que chaos. Les tirs de fusil laser des troupes auxiliaires se joignirent au carnage, alors que l'ambiance ne se résumait plus qu'aux cris et aux hurlements des armes tronçonneuses. Valérian sentait monter en lui ce désir de destruction qui habitait la psyché de chaque Astartes de la 9e. Il se mit à frapper de manière plus frénétique, ignorant sa propre défense au profit d'une force accrue. Sa vision teintée de rouge, son frère World Eater protégeant ses arrières, son bras ne cessait de s'abattre encore et encore. Un hurlement de rage pure se forma dans sa gorge et la frénésie s'empara de lui. Il continua ainsi à se battre, tel l'ange vengeur qu'il était, jusqu'à ce que sa lame rencontre le Crozius de Zirinos. C'est fini, frère. La voix du chapelain fut comme un baume sur son esprit avide de sang. Il cligna des yeux à plusieurs reprises et, reprenant conscience de son corps et de ce qui l'entourait, la douleur revint. Il grogna quand son armure lui injecta quelques substances antidouleurs. Rengainant son arme, il prit connaissance de son environnement. Tout était plongé dans le sang. Les fusiliers du lys présent avaient été massacrés comme du bétail, et des dizaines d'ennemis Loors gisaient au sol. Plusieurs World Eaters étaient également tombés lors de l'affrontement. Les armes des assassins Loors ayant prélevé un lourd tribut au sein des Astartes. Même les Blood Angels, qui n'avaient pas à souffrir de pertes, ne s'en étaient pour autant pas sortis indemnes. Ils avaient tous subi des blessures plus ou moins graves. Si Zirinos et Vongael n'avaient subi que des blessures légères, déjà en cours de guérison, Mosario, lui, saignait d'une importante blessure à la jambe. Seul Charo était plus ou moins indemne. L'attaque qui avait brûlé une partie de son armure n'avait fait qu'écailler la peinture et lui casser quelques côtes. Azanaer Leondros ordonna sèchement aux apothicaires de venir le plus rapidement possible. Valérian vint voir son homologue et lui proposa l'aide de son apothécarion. Pour lui, il ne faisait aucun doute que des assassins Loors avaient trouvé un moyen de se faufiler dans les navettes qui avaient ramené les matériaux de réparation à bord du Blood of the Sun, et qu'ils avaient assassiné les technogures pour monter les deux légions l'une contre l'autre. Il allait également, si la proposition de son frère World Eater était toujours d'actualité, déployer ses hommes en surface pour les aider à purger ce monde. Après quelques secondes d'appréhension, les griffes réclamant toujours plus de massacres, Azanaer accepta. Il ordonna aux deux états-majors de se regrouper pour coordonner leurs actions. Il était temps de finir de purger cet endroit de sa vermine Xénos. Parmi les victimes, ils retrouvèrent Coetzar entre la vie et la mort, blessé en de multiples endroits par les lames des assassins. Il n'avait dû sa survie qu'à sa constitution hors du commun. Oregon de Point 3 observa les corps des assassins et remarqua avec une certaine fascination que les armes qu'ils utilisaient étaient directement alimentées par leurs porteurs. Ce qui expliquait pourquoi ils n'avaient pas tout simplement pulvérisé leur groupe avec leurs armes soniques, car cela leur demandait sûrement trop d'énergie pour leurs corps humanoïdes. Cependant, cela lui donnait de nouvelles idées. Il ordonna aux membres de son ordre de récupérer les corps pour qu'ils les étudient. Il alla ensuite voir le maître apothicaire Toonvert,
qui administrait les premiers soins à Quetzar. Comment se porte-t-il? Il se trouve entre la vie et la mort. Peu de chances qu'il s'en sorte. Pouvez-vous le stabiliser? Au moins pour un temps. Quelques jours, peut-être. C'était tout ce qu'avait besoin de savoir Oregon 2.3. Si ce qu'il avait en tête marchait, il pourrait faire de grandes choses, et par l'Omni-Messie, rien ne l'empêcherait d'arriver à ses fins. Il s'éloigna, laissant les apothicaires faire leur travail, retournant étudier les technologies Xenos, et vérifier la faisabilité de ses projets. Il avait du pain sur la planche avant que la réunion d'état-major ne commence, et l'étude sur laquelle il allait plancher l'appelait, comme une petite voix dans son subconscient lui susurrant de venir les rejoindre et de faire parler sa force de création.